Dubaï est l'un des miracles urbains du monde moderne, une ville futuriste en plein désert. Un rêve de science-fiction il y a 100 ans. Difficile d'imaginer que ce lieu fascinant était un simple village de pêcheurs. Étonnant qu'une petite ville au climat hostile devienne un grand centre d'affaires. Comment est-ce arrivé? Pour comprendre, plongeons dans l'histoire de Dubaï. Au golfe Persique, au cœur de l'Eurasie, Dubaï était un carrefour est-ouest. Le climat y est pourtant presque invivable. L'été, il fait 50 degrés, freinant le développement urbain pendant des siècles. Le golfe Persique restait néanmoins crucial pour l'Empire britannique. Étant une route stratégique entre Londres et Bombay, la flotte royale devait sécuriser cette zone des pirates. Au XIXe siècle, la Compagnie des Indes signait un accord avec les cheikhs locaux, surtout la famille Al Maktoum d'Abu Dhabi et Dubaï, pour assurer la paix. La dynastie Al Maktoum règne sur Dubaï jusqu'à aujourd'hui. Malgré ces accords, l'Empire britannique n'a jamais vraiment cherché à développer la région. Alors que la couronne investissait à Bombay, capitale du Sud, en infrastructures et universités, Dubaï n'intéressait guère comme ville à développer. Pour l'Empire britannique, Dubaï n'était qu'un partenaire mineur, un simple point de passage pour la flotte royale. Malgré ce désintérêt de l'Empire, Dubaï gagnait en importance dans la région. En 1900, le dirigeant annonce l'exemption de taxes pour les commerçants, attirant marchands persans et indiens. La crique de Dubaï, un canal d'eau salée, facilitait le commerce en permettant aux navires d'accéder directement à la ville. Rapidement, Dubaï devient la plus grande plaque tournante commerciale du golfe Persique. Au début du XXe siècle, la ville devient un centre de plongée perlière, attirant encore plus de marchands chaque année. L'industrie perlière prend une telle ampleur qu'elle représente bientôt 95% de l'économie du golfe Persique. Dubaï, cependant, ressemblait encore plus à un grand village qu'à une ville. Le développement urbain commence sous le règne du cheikh Rachid. En 1959, il visite l'Europe et s'inspire grandement des capitales européennes, notamment Londres. Parcourant la ville et son métro, il est fasciné par l'urbanisme, les transports et le confort qu'offre Londres. Après son voyage, Cheikh Rachid lança son plan pour faire de Dubaï une ville mondiale. En 1961, il fit creuser la crique de Dubaï pour accueillir de plus gros navires marchands. Sous sa direction, la ville fut reconstruite en pierre et en ciment. Rêvant d'une grande cité, il débuta un aéroport international, malgré les doutes des investisseurs sur ses projets coûteux et jugés inutiles. Les plans de Cheikh Rachid auraient pu s'arrêter là, mais en 1966, du pétrole fut découvert à Dubaï. Contrairement à la croyance, le succès de Dubaï ne vient pas que du pétrole. Les réserves de 1966 étant modestes pour la région. Pour comparaison, Abu Dhabi voisin avait 10 fois plus de pétrole que Dubaï. Cependant, ces ressources limitées furent une bénédiction pour la ville. Au lieu de voir le pétrole comme une richesse sans fin, Cheikh Rachid a investi les profits dans le développement urbain. Sa vision, bâtir une ville qui ne dépendrait pas de l'argent du pétrole. Il invitait les meilleurs architectes, ingénieurs et entrepreneurs à Dubaï. Inspiré par Londres, il a engagé des experts britanniques pour le conseiller sur les prochaines étapes. L'un des buts principaux de Cheikh Rachid était de rendre Dubaï attrayante pour toutes les nationalités. Bien que musulmane, il s'assurait que les gens d'autres religions s'y sentent à l'aise. Comme d'autres villes en développement, Dubaï avait besoin d'un projet phare. Cheikh Rachid ordonna un gratte-ciel. En 1979, le Dubai World Trade Center de 39 étages ouvrait officiellement ses portes. Inédit pour Dubaï, ce projet restait modeste pour le monde où existaient déjà des tours de 100 étages. Les médias internationaux raillaient ces investissements, mais Cheikh Rachid croyait en l'avenir de Dubaï. Hélas, il n'a pas vu la ville à son apogée, mourant en 1981 jeune, mais il a posé les bases de la cité qu'il avait imaginée. Après sa mort en 1981, son fils Mohamed, 31 ans, a poursuivi son œuvre. Comme son père, il rêvait de faire de Dubaï une métropole internationale moderne. Il s'inspirait de Daniel Burnham, architecte américain connu pour le Chicago moderne du début du XXe siècle. Burnham croyait qu'un architecte urbain doit voir grand. Les projets petits et médiocres ne feront pas parler de votre ville. Cheikh Mohammed a adopté cette approche pour faire de Dubaï la ville des superlatifs. En 2000, il a bâti les Emirates Towers, plus hautes que tout en Europe, mais pas assez pour Dubaï. Le Cheikh Mohammed voulait bâtir l'édifice le plus haut du monde.
En 2010, ils ont achevé Burj Khalifa, le plus haut gratte-ciel au monde. Très impliqué, le cheikh passait son temps sur les chantiers. Il sillonnait la ville en Mercedes blanche, immatriculée, Dubaï 1. Cette plaque reflétait sa philosophie et sa mission de vie. Pour Burnham, le rail était clé pour bâtir Chicago. Pour le cheikh Mohammed, cet atout clé était l'aviation. En 1974, il supervisait déjà la construction de l'aéroport de Dubaï. En 1980, il engagea Flanagan pour créer Emirates, la compagnie de Dubaï. Emirates desservit vite les grands aéroports, ouvrant Dubaï au monde. En 2002, Sheikh Mohammed a permis aux étrangers d'acheter des terrains à Dubaï, transformant la ville en un marché immobilier majeur. Les milliardaires du monde entier ont saisi cette opportunité d'acquérir des biens dans une ville sans impôts ni restrictions. Dubaï est devenu un immense chantier de construction. Tous les cabinets d'architectes se ruaient à Dubaï, amenant autant d'architectes et d'ingénieurs que possible. C'était une ruée vers l'or de la construction en plein désert. Les plus grands architectes ont apporté leurs projets les plus ambitieux à Dubaï. Sheikh Mohammed avait un autre projet ambitieux en tête. Il voulait faire de Dubaï un centre financier mondial, rivalisant avec New York et Londres. Bientôt, le Dubai International Financial Center a vu le jour. C'est une zone économique spéciale de 110 hectares avec ses propres lois et règlements. C'était comme un État distinct au sein de la ville, tel le Vatican à Rome. Le centre est vite devenu le siège des géants bancaires internationaux, comme Citibank, HSBC et Standard Chartered. Dubaï se développait rapidement. Bientôt, 95% de la population était composée d'étrangers venus du monde entier. Cela a eu, bien sûr, un impact majeur sur la culture locale. Une nouvelle ville vraiment internationale est née, un phénomène unique au monde. Beaucoup de capitales se disent internationales, mais il y a toujours une culture locale dominante. Londres, qui a inspiré Sheikh Rachid pour Dubaï, reste britannique malgré sa diversité. Dubaï, en revanche, est devenu une sorte de no man's land culturel. Ici, chacun est invité, donc chacun peut se sentir chez soi. Les citoyens locaux ne représentent que 3 à 5% de la population. Cet aspect de la ville a aussi suscité beaucoup de critiques. Par exemple, le Washington Post a dit que Dubaï, en voulant être une ville arabe réussie, a dû sacrifier son authenticité arabe. Un autre point négatif de ce développement rapide, les Émirats arabes unis sont devenus le seul pays consommant plus d'énergie que les États-Unis. Malgré tout, Dubaï reste un phénomène urbain inspirant de nombreuses villes en développement dans le monde aujourd'hui. Dites-nous en commentaire si vous êtes allé à Dubaï et ce que vous aimez ou non de la ville. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez en voir d'autres sur Dubaï, son histoire et son architecture, likez et abonnez-vous à notre chaîne.